Je- J'espère que tout le monde va bien. Soyez connectés. Bonne fête de 1er mai à vous. À tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Cliquez sur j'aime, partagez le direct, c'est très important. Nous allons commencer. Sarah Soirée. Big up à vous, madame Sarah Soirée. Brahima Sissé, big up à vous, monsieur Brahima Sissé. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, connectez-vous et partagez dès à présent le direct, c'est très important. Parce que nous allons encore taper très fort, c'est très important. Alors, bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas un mot. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur monde, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, le padrino, ou Camari 2O. Alors, vous pouvez aussi m'appeler avant-garde. Oui, bien complet, dit avant-garde. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour traiter le sujet de la rébellion de 2002. C'est important parce que la pédagogie est très importante. Elle est très importante. Il faut souvent rappeler aux gens. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui des deux avait financé la rébellion de 2002? C'est très important. Parce que lorsque on laisse des gens titiller ou taillader l'histoire, qui est très récente, en racontant des bêtises, une histoire controversée, une histoire vraiment manipulée de tous bords, et je ne sais pas, une histoire biaisée, je pense que ce n'est pas bien pour la génération à venir. Je pense que cela aussi n'est pas bien pour des Ivoiriens, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont âgés, hein, qui sont grands, qui connaissent l'historique de cette histoire de rébellion. Voilà pourquoi d'autres font des erreurs en suivant, soi-disant, entre parenthèses, des leaders criminels. Donc, il faudrait qu'on leur rappelle l'histoire qui est très récente pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent conscience. Parce que tout le monde n'est pas éduqué au même titre que voilà, les uns et les autres. Donc, pour éviter que des gens fassent des mauvais choix, il faille qu'on leur rappelle un peu ce qui s'est passé récemment dans notre pays. C'est encore nouveau. C'est encore nouveau. Donc, nous allons parler de cette histoire de la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire du 9 septembre 2002. Qui avait financé cette rébellion? Est-ce Alassane Ouattara ou est-ce Guillaume Soro, le nez de Frère Kessedoukou? L'homme à la roquette. Oui, l'homme le plus têtu, le plus gros traître, hein, qui puisse exister au sein de notre pays, au sein de notre nation, s'appelle Guillaume Soro. Donc on va en parler. Parce que des gens, ils font n'importe quoi. Alors, est-ce possible de commencer sur le sujet de Didier Drogba ou le sujet de la rébellion? Mais commençons sur le sujet de la rébellion et nous terminerons sur le sujet de Didier Drogba parce que les détracteurs de Didier Drogba, ils auront leur réponse bien appropriée au sein de cette belle vidéo que nous faisons. Alors, je vous recommande et je vous prie, hein, tout en me mettant en genoux, de partager le direct. Cliquez sur j'aime, aimez Info Afrique. C'est la nouvelle belle page qui parle sans langue de bois. Cette page ici, là, on ne fait pas histoire d'à peu près. On dit ce que la majorité ressent. C'est ce qu'on dit ici. On ne titille pas les gens. Tu n'as pas raison, on te tape là-dessus. Tu as raison, on te dit bravo. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas ici de pleurnicher ou quoi que ce soit. Alors, 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît pour la première fois le désordre le plus barbare dans son histoire. Mais qui était à la base de ce désordre? C'est très important. Alors, ceux qui ont causé ce désordre ils avaient commencé à préparer leur coup depuis 2000, quand Guy Robert avait pris le pouvoir. Mais nous ne sommes plus au temps de Guy Robert. Prenons à partir de 2001. Lorsqu'ils ont raté leur coup, le complot de la Mercedes blanche, je pense que c'est ça, où Soro Diop s'est déguisé en femme pour sortir du territoire ivoirien, hein, en allant sur le territoire burkinabé. Soro Diop a rejoint IB là-bas. IB qui lui était le parrain de la rébellion. IB qui lui avait recruté tous ceux qui pouvaient recruter.
IB qui lui avait été aidé par le colonel Muammar Kadhafi. Parce qu'il s'agit de ça. Quel que soit l'amour que les Africains ont aussi pour Kadhafi, père à son âme, ils doivent savoir que Kadhafi a été à la base du désordre de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui avait financé IB par le biais de Blaise Compaoré, qui a fait la médiation entre IB et Muammar Kadhafi. Et donc Kadhafi a eu confiance à IB. Puisque Blaise Compaoré s'était présenté comme une personne qui allait vraiment tenir la garantie du deal que IB devrait signer entre Muammar Kadhafi et lui. Donc, comment on appelle Blaise Compaoré était maintenant le garant des choses. Voilà comment Kadhafi a eu confiance à IB. Et il a financé Ibrahim Koulibaly à des milliards. Il a pris 2 cargaisons d'armes remplies d'avions militaires. L'avion militaire a fait 2 tours de la Libye au Burkina. Premier tour, deuxième tour, en train d'emmener des armes pour les hommes d'IB. Et il a donné des milliards à IB pour financer ces hommes sur le terrain, afin de mener la guerre sur le terrain. Voilà comment, pour la première fois, IB a pu avoir la force de frappe de sa rébellion qu'il consolidait, qu'il préparait. Et en 2001, avant même le coup d'État, le 19 septembre 2002, avant que cela ne se déclenche, il avait déjà recruté Soro Diom, qui lui aussi était à la base du complot de la Mercedes blanche. Je pense que c'est Mercedes blanche ou quoi que ce soit là. Il était à la base. Et puisqu'il était recherché parce qu'on cherchait les coupables de ceux qui avaient fait le complot, parce qu'ils ont voulu renverser Laurent Gbagbo depuis 2001, ce n'est pas en 2002 ça a commencé, 2001 ils ont échoué. 2002 a été le deuxième coup qui lui aussi a échoué. Donc le premier coup contre Laurent Gbagbo, le gouvernement de Laurent Gbagbo a débuté en 2001. Complot du cheval blanc, de la Mercedes blanche plutôt, excusez-moi. Le complot de la Mercedes blanche. Coup qui a foiré. Soro était impliqué. IB était impliqué. Soro Diom, lui, il était infiltré au sein de la population ivoirienne qui coordonnait les opérations. IB qui lui était au Burkina, qui il lui disait comment il devrait mener les opérations sur le terrain. Une opération échouée, Soro Diom recherché par le gouvernement de Laurent Gbagbo, alors ce dernier se déguisant en femme et rejoignant IB dans son Burkina lointain. C'est comme ça Soro Diom a traversé toute la Côte d'Ivoire pour rejoindre IB. IB désigna Soro Diom comme le porte-parole du mouvement MPCI. Et il a désigné en même temps comme le porte-parole de toute la rébellion. Parce que les journalistes venaient pour leur poser des questions. Mais pourquoi formez-vous une rébellion au Burkina pour aller attaquer votre pays? Donc il fallait donner des arguments. IB qui lui était militaire, il était sur le terrain et il entretenait les soldats. Donc Soro Diom était choisi comme le porte-parole qui devrait défendre la cause, le militantisme des rebelles vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Alors il devrait trouver les arguments pour convaincre la communauté internationale. C'est dans ça qu'il a pris le nom d'Alassane Ouattara pour se mettre autour du nom d'Alassane Ouattara afin d'avoir une petite crédibilité. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais ce n'est plus une question de nom d'Alassane Ouattara. Parce que cette question revient souvent. Alassane a financé la rébellion. Alassane est le père de la rébellion. C'est Alassane qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Mais quand les gens le disent, ils n'ont aucun argument. Ils n'ont aucune preuve. Ce sont des chantages en l'air. Parce qu'il ne s'agit pas de dire et d'affirmer que quelqu'un a financé une rébellion sans avoir une petite preuve. Vous devez le savoir. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faudrait que chacun de vous prenne en note. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre et connaître le vrai père de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui ont financé la rébellion. Parce que dès le début, j'ai dit la rébellion de la Côte d'Ivoire était financée par Muammar Kadhafi, le guide libyen qui est mort en 2011. Il a été aussi à la base du financement de la rébellion. IB avait demandé son aide. Comme quoi, quel argument IB avait avancé pour avoir le soutien de Muammar Kadhafi? Vous savez
que Muammar Kadhafi, il a toujours défendu les islamiques partout dans le monde. Je dis bien, il a toujours mené cette lutte pour le bien-être de la religion islamique. Quand je parle de l'islam, je ne parle pas des terroristes qui se font exploser. C'est loin de là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui vont, qui sont musulmans en fait. Donc, pour berner Muammar Kadhafi, il allait voir Blaise Compaoré pour lui suggérer son plan de guerre. Comment trouver maintenant le financement? Blaise Compaoré a fait comprendre à IB que lui, il ne pouvait pas financer une telle rébellion parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a des moyens que le Burkina. Et il ne voulait pas utiliser tout le budget burkinabé pour financer une rébellion en sachant même pas que cette rébellion peut aboutir à quelque chose. Donc, il fallait voir quelqu'un qui pouvait être convaincu des idées d'IB. Voilà comment Blaise Compaoré, il s'en va s'approcher de Muammar Kadhafi. Étant là-bas, il a fait comprendre à Muammar Kadhafi que les musulmans de Côte d'Ivoire sont maltraités, ils sont tués, ils sont égorgés. Et donc, ils ont besoin de l'aide de Muammar Kadhafi pour libérer la Côte d'Ivoire. Des griffes de ceux qui torturent les musulmans de Côte d'Ivoire. C'est comme ça Muammar Kadhafi a dit, ah donc, et qui peut le faire? Il a dit, ah, j'ai un homme sous la main qui peut nous aider à libérer la Côte d'Ivoire. Et donner vraiment la visibilité et donner aussi la liberté à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Muammar Kadhafi a dit, mais quel est cet homme? Il dit, voilà IB. Et puisque Muammar Kadhafi avait des informations, il savait qu'en 19 septembre, il savait qu'en 99, il y avait eu un coup d'État contre le président Henri Konan Bédié. Et lorsque Blaise Compaoré a dit, voilà, c'est celui-là qui peut le faire. Il a dit, ah, mais c'est pas lui qui avait fait le coup d'État. Il lui a dit, exactement, c'est lui. Il dit, ah, si c'est lui, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut arriver quelque part. Il lui a demandé, mais est-ce que tu as des éléments? IB a confirmé que oui, il a des éléments sous la main. Mais ce qui lui manque, ce sont des armes et l'argent pour payer ces éléments. Muammar Kadhafi a dit, il n'y a pas de souci. Si c'est histoire d'argent et armes, dors tranquille, la Libye prend la responsabilité de te donner les armes et le financement afin que tu puisses nourrir, afin que tu nourrisses tes soldats sur le terrain et les armes pour pouvoir combattre et libérer la Côte d'Ivoire de ceux, dans la main de ceux qui torturent les musulmans de Côte d'Ivoire. Ici, là, moi, je ne suis pas dans l'histoire des trucs caressés. On dit les choses telles qu'elles se sont déroulées. Voilà comment Muammar Kadhafi, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une somme de 4 milliards de francs CFA. Il a demandé à Blaise Compaoré de prendre 1 milliard pour lui. Et de donner 3 milliards de francs CFA à Ibrahim Koulibaly. Et donc les 3 milliards là, c'était pour entretenir les hommes, c'est-à-dire les rebelles qui allaient combattre pour Ibrahim Koulibaly. Et Muammar Kadhafi a décidé de donner 2 cargaisons d'armes, ça veut dire 2 avions militaires. 2 cargos militaires d'armes à IB. Et il a rempli, hein, il a rempli des armes dans l'avion. Et l'avion a fait un premier tour au Burkina. L'avion s'est retourné à faire un deuxième tour. Et les armes que l'État ivoirien n'avait pas là. Muammar Kadhafi, vous savez que la Libye est un pays armé. La Libye là, c'est un pays armé. Même quand la Libye a été déstabilisée, les armes que les petits rebelles ont pris là, c'est ça qui a déstabilisé le Mali. Toute l'Afrique complète ne pouvait pas libérer le nord du Mali. Il fallait l'intervention des Européens pour pouvoir désarmer, pour lutter contre les djihadistes, les terroristes qui sont au nord du Mali. Parce que ces gens-là, ils étaient armés des armes libyennes. Et ce sont ces armes lourdes que Kadhafi avait données. Il avait donné à IB. Donc, si ces armes étaient utilisées dès les premières heures en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, il tombait. Ce n'était pas une histoire de truc de plaisanterie. Gbagbo tombait. Et son armée, les soldats de Côte d'Ivoire allaient fuir ce jour-là à Abidjan. Ils allaient fuir partout en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne disposaient pas de ces armes que Kadhafi avait données à IB. Mais quand les armes sont arrivées sur le territoire burkinabé, qu'est-ce que Blaise Compaoré dit à son tour? Il regarde lui-même son armée. Ses militaires ne disposent pas de telles armes. Et il regarde les armes que IB a. Et c'est lui qui a donné base arrière à IB. Il dit à IB, non, écoute, ces armes-là, il faut laisser ça pour le moment, je te donne des Kalachnikov. Et les armes que Muammar Kadhafi a données,
lui, il prend ça, il donne ça à l'armée burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Blaise Compaoré se voyait, il se disait, ah, mais le Burkina qui est un État souverain n'a pas de tel armement. Et c'est un rebelle UB là qu'on va donner à tous ces armes, non. Donc lui, il a confisqué les armes que Muammar Kadhafi a données. Il a pris ça, il a donné ça à l'armée burkinabé. Et les anciennes armes, les Kalachnikov que l'armée burkinabé avait à sa disposition, Blaise Compaoré donne ça aux rebelles, dirigé par IB, pour dire non, essayez avec ça. Quand vous allez aller au fur et à mesure que les choses vont avancer sur le terrain, écoutez, je vais vous envoyer un renfort, je vais vous donner un renfort en armement. Mais prenez ça pour le moment. Et les 3 milliards que Muammar Kadhafi a donné, Blaise Compaoré n'a pas tout donné. Parce que Muammar Kadhafi n'a pas donné l'argent main à main à IB. Il a donné les 4 milliards à Blaise Compaoré en lui disant prends 1 milliard et les autres 3 milliards. Donc ça IB est arrivé au Burkina, Blaise Compaoré n'a pas donné tous les milliards. Il a mis la main sur ça. Et il donne à IB 500 millions. Ce Blaise Compaoré, c'est un malhonnête, c'est un voleur. Il donne 500 millions, il dit non, prends ça. Tu vas te débrouiller, tiens les Kalachnikov. Donc IB ne pouvait pas contester. Parce que c'est le Burkina qui lui avait donné base arrière. Donc s'il voulait aller contre Blaise Compaoré pour contester, pourquoi parmi les 3 milliards tu me donnes 500 millions et tu prends le reste? Mais ça allait bader. Blaise Compaoré allait dire, bon, quitte mon territoire, je ne te donne plus de place pour faire rébellion. Donc IB s'est tué. Il n'a pas contesté. Il sait que Blaise Compaoré venait de le narguer. Mais il n'a rien dit, il a accepté. Non seulement il a pris les armes que Muammar Kadhafi lui a donné, l'argent aussi qu'on lui a donné, il prend tout et il donne un peu. Donc Blaise Compaoré a nargué IB sur ce plan-là. Donc IB avec les 500 millions, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte un Libanais vivant en Côte d'Ivoire pour lui demander une aide. Un Libanais qui était lui son ami. Il lui a dit, j'aimerais qu'on libère la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai que 500 millions à ma disposition. Oh, j'ai besoin des gens pour combattre. Et si ceux-là s'en vont combattre, il faudrait qu'ils mangent. Il faudrait qu'ils aient aussi un salaire. Donc, aide-moi. Et c'est comme ça le Libanais, à son tour, il intervient. Et il donne beaucoup de millions à IB. Il dit, tiens, pour que tu mènes dans ton combat. Le Libanais, c'est un milliardaire. Il est en Côte d'Ivoire. C'est lui maintenant, à son tour, il vient en aide à IB. Et ça a permis au budget d'IB d'être gonflé. Et IB a utilisé les Kalash et tout. Il s'est infiltré partout dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même au milieu de la capitale. Quand je parle de la capitale, je parle d'Abidjan. Les Kalash, tout ça, là, il a infiltré ses combattants partout en Côte d'Ivoire. Et il leur a demandé de frapper la Côte d'Ivoire à la même minute, à la même seconde, à la même heure et le même jour. Ils n'ont qu'à frapper, déclencher les hostilités partout, dans toutes les villes, pour faire paniquer l'armée ivoirienne. Ne sachant plus quelle ville défendre, peut-être ils allaient fuir ou bien ils allaient faire tomber Laurent Gbagbo. C'était ça leur stratégie. Et donc les hostilités ont commencé le 18 au 19 septembre 2002. Ils ont frappé le même jour, la même heure, la même minute. Ils ont déclenché les hostilités sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voyant leur échec, avec peu de moyens dont disposait l'armée ivoirienne, elle a quand même réussi à repousser les rebelles. Mais avant ça, en 2001, Soro Diom avait déjà rejoint IB au Burkina. Donc, il était déjà le porte-parole de la rébellion. Donc, dès le début, Alassane n'y était pour rien. Alassane ne connaissait ni Dada ni Dev. La création et le financier de la rébellion. Il n'était même pas impliqué. De loin ou de proche, Alassane n'y était proche de ces gens-là. Il n'était pas engagé là-dedans. Donc, IB et Soro Diom, ce sont eux, mais c'est IB qui a commencé les affaires d'abord. Soro Diom, c'est un opportuniste, donc il a eu l'opportunité d'être recruté par IB. C'est comme ça, en 2002, il a apparu aux côtés du mouvement MPCI, où il a dit qu'il était le porte-parole et le secrétaire général
du MPCI. Plus tard, il est devenu président du mouvement, ils l'ont délégué comme président. Et suite à ça, il est devenu ministre de la réinsertion et de la construction en Côte d'Ivoire. Parce que les mouvements avaient exigé que Soro Guillaume puisse les représenter. Puisque Soro Guillaume n'était pas un militaire. Soro Guillaume était tout simplement un FSI qui avait l'oratoire. Et par son biais, la rébellion arrivait à communiquer avec l'humanité tout entière parce que Soro Guillaume défendait la cause de la rébellion vis-à-vis des journalistes internationaux. Voilà comment il s'est donné l'aura. Mais tout en se cachant derrière le nom d'Alassane Ouattara. Mais je ne veux pas d'abord prendre le nom d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et Ibé, lui, qui était à la base de la création de cette rébellion, il est resté dans l'ombre. Il est resté dans l'ombre. Et donc, Ibé a préféré garder son nom secrètement, sans se dévoiler. Quand les gens ont demandé, mais qui est le père de la rébellion? Soro Guillaume est sorti. Et il s'est tapé la poitrine pour dire que c'était lui, le père de la rébellion. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, Soro Guillaume a pris les choses en main. Alors, puisqu'il avait le nom d'Alassane derrière Ouattara, derrière lui, les gens ont eu confiance à lui. Toute la population du Nord qui aimait la personne d'Alassane a cru que Soro Guillaume menait la bataille pour Alassane Ouattara. Et cette population a cru en Soro Guillaume. Elle a donné son soutien à Soro Guillaume. La communauté internationale a apporté son soutien à Soro Guillaume. Et il est devenu fort. Soro Guillaume a décidé d'éliminer les éléments proches d'Ibé. Parce que eux, à un moment donné, ils ne voulaient plus utiliser le nom d'Alassane Ouattara pour mener la guerre. Ils voulaient maintenant utiliser leur propre nom. Alors, puisqu'ils mettaient leur nom au devant de la lutte, la population du Nord s'est désolidarisée du combat d'Ibé. Et cette population a fait confiance à Guillaume Soro. Le nez de fer que c'est du coup, bien sûr, c'est très important. L'homme à la roquette. C'est comme ça qu'ils ont eu confiance à Soro Guillaume. Donc quand des gens s'arrêtent pour dire Alassane est celui qui a financé la rébellion, ce sont des menteurs. Je dis bien ce sont des menteurs naïfs qui ne connaissent rien, qui ont gobé des mensonges venant de part et d'autre. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas comment cette rébellion s'est façonnée. Ils ne savent pas comment cette rébellion a été préparée. Ils ne savent pas qui avait vraiment organisé la frappe du 19 septembre 2002. Ils ne connaissent pas les vrais antagonistes de cette rébellion. Ils ne connaissent même pas les vrais auteurs de cette rébellion. Ils ont attendu ça et là que c'est Soro Guillaume avec Ouattara a déstabilisé. Ouattara n'a jamais déstabilisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, demain, pour toujours, aucun parmi eux ne peut argumenter avec des preuves à l'appui. Même en argumentant verbalement, ils ne peuvent jamais démontrer de A à Z que Alassane Ouattara a été le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ce sont des menteurs. Même Soro Guillaume lui-même, allez-y lui dire, ce nez de fait que c'est du coup. L'homme au gros caleçon, allez-y lui dire, l'homme au petit ventre, l'homme au gros ventre plutôt. Le petit gros, allez-y lui dire qu'il peut bel et bien vociférer, mais lui-même, en tant que porte-parole et en tant que son secrétaire de la rébellion, en tant que quelqu'un qui s'est autoproclamé le patron de la rébellion, il n'a aucune petite preuve contre Alassane Ouattara. Sinon, le gros, il parle beaucoup. C'est quelqu'un, il parle beaucoup. Sa bouche ne se tait pas. Il fait du bruit, on dirait une abeille qui est en train de boire du bangui. S'il avait des preuves irréfutables et convaincantes, mais je vous le jure, il y a longtemps, Soro Guillaume allait publier ses preuves, il allait donner ça aux journalistes internationaux pour humilier Alassane Ouattara par rapport à ce qu'il subit vis-à-vis de la justice ivoirienne. Mais c'est parce qu'il n'a aucune preuve. Lui-même qui était dans la rébellion, s'il est capable de démontrer aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara était le financier de cette rébellion et qu'Alassane Ouattara était le patron de cette rébellion, ce n'est pas vous. Je dis bien, ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Soro Guillaume ne connaît rien. Il ne sait rien d'Alassane Ouattara. Il a fréquenté cet Alassane Ouattara, mais il ne connaît pas Alassane Ouattara. Parce que fréquenter quelqu'un, connaître quelqu'un, ça fait deux.
Souvent même, tu peux épouser ta femme. Tu te dis, c'est ta femme, chou, bébé, vous pouvez tout faire. Vous faites l'amour matin, midi, soir, mais tu ne peux pas connaître cette femme. Tu ne peux pas la maîtriser. Ce n'est pas parce qu'elle prépare pour toi, ou bien tu prépares pour elle. Ce n'est pas parce que vous vous embrassez. Ce n'est pas parce que vous partez au restaurant matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que vous faites l'amour matin, midi, soir que tu vas penser que tu maîtrises cette dernière. La femme de même, elle peut vivre avec son homme. Elle peut dire c'est mon homme. Elle peut bel et bien faire la jalousie. Elle peut faire tout, défendre son homme partout dans le monde. Mais elle ne connaîtra jamais cet homme. Parce qu'un jour viendra où ce dernier posera un acte et elle-même, en tant que la femme, en tant que l'épouse de ce dernier, elle sera choquée du comportement ou bien de l'acte posé par ce dernier. Elle va dire, je n'avais jamais imaginé que tu allais faire ça. Quand quelqu'un dit ça, c'est que tu pensais connaître la personne, mais tu ne connaissais pas la personne. Parce que l'acte que la personne vient de poser, ça vient de te choquer. Tu n'avais jamais imaginé. Ça veut dire, dans ton analyse, qui te poussait à penser que tu maîtrisais ce dernier, c'était une erreur. Soro Diom a certes fréquenté Alassane Ouattara, mais il n'a jamais connu Alassane Ouattara. C'est ça le vrai truc, au problème de Soro Diom. Il pensait connaître Ouattara. Et donc pour lui, il maîtrisait déjà Ouattara. Pour lui, le fait de faire des chantages, si Ouattara me touche, je vais tout dire. Il pensait que c'est ça qui allait influencer Ouattara. Ouattara sait que lui, il n'est même pas impliqué dans cette histoire de rébellion. C'est Soro Diom qui a utilisé son nom pour se faire une petite place sous le soleil, pour avoir un peu de luminosité. Mais il sait bel et bien que ce n'est pas lui l'auteur de la rébellion. Donc il peut frapper Soro Diom à tout moment, n'importe où et n'importe comment. Et Soro Diom n'a rien à dire. C'est vous, il blague. Lui-même, il le sait. C'est vous qui blague. Pour dire j'ai des dossiers en béton. Mais qu'il fasse sortir maintenant les dossiers, il ne peut pas, parce qu'il n'a rien. C'est son caleçon qui est gros, sinon en balance. C'est vert de terre qui est caché là-bas. Vous-même, vous le savez. C'est le caleçon qui est gros, sinon en balance, c'est vert de terre. C'est clair. Donc, vous comprenez automatiquement que Soro Diom, il est le seul, lui et IB, qui ont été les parrains de la rébellion. IB a commencé, Soro Diom a terminé. IB a commencé, Soro Diom a terminé. Voilà les deux antagonistes, les deux auteurs de la rébellion du Côte d'Ivoire. Cette rébellion qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. On parle de 3000 morts, mais moi j'irai encore plus loin. Pour dire des gens qui sont morts, ils dépassent le nombre, eux-mêmes le chiffre donné. C'est parce que tout le monde n'a pas été retrouvé. Tous ceux qui sont morts, ils n'ont pas compté tout le monde. Il y a des gens peut-être disparus. Même le recensement pour pouvoir identifier toutes les victimes de Côte d'Ivoire n'a pas été bien fait. Donc du coup, on ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort. Ils ont donné un petit chiffre, 3000 morts. Mais je peux dire, les Ivoiriens qui ont perdu leur vie, ils peuvent même atteindre 10 000 morts. Soro Diom a tué que coronavirus en Côte d'Ivoire. Soro Diom, ses crimes ont dépassé les crimes que Corona a commis sur le territoire africain. Toute l'Afrique, tous les pays compris, ce que Corona a fait là-bas, Soro Diom, lui seul, ses crimes ont dépassé les crimes que Corona a commis sur l'étendue du territoire africain. Soro Diom est un venin. Soro Diom est un serpent. Soro Diom est un démon. Soro Diom est un voyou. Soro Diom est un vagabond politique. Vous devez comprendre que le seul traite, quand vous parlez de traite, enlevez le mot, le terme traite, enlevez ça et mettez le nom de Soro Diom. Ça veut dire Soro Diom est égal à traite. Je vais vous décrire que ce dernier, il a été le plus gros traite de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et un individu comme ça, vous lui faites confiance. Mais avez-vous perdu le cerveau? Mais quand je vois des Ivoiriens, quand on dit un Ivoirien, un bon Ivoirien, quelqu'un qui aime sa patrie, quelqu'un qui aime ses compatriotes, peut jamais, je dis bien peut jamais, même dans son coma le plus profond, même s'il est sur le lit d'hôpital, on dit qu'il est en train de mourir, il est en train de périr, et que son seul choix pour pouvoir revenir à la vie, c'est Soro Diom, il va préférer la mort que de soutenir Diom Soro. Personne en Côte d'Ivoire ne pouvait le faire. Mais ceux qui font ça, ce sont des supporters alimentaires. Je vais vous démontrer que Soro Diom est un gros traître. Ce petit gros ventre qui porte.
C'est un ventre rempli de la traîtrise. Alors qui, dans l'histoire, a connu des parrains, des hommes politiques les plus influents de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ensuite leur a tourné le dos? Soro Diom, il a été l'ami de Charles Blé Goudé, il a été l'ami de Doubia Major, il a été l'ami de Damana Picasse. Mais à un moment donné, Soro Diom, il est quelqu'un. Je vais vous dire, Soro Diom, il peut battre ta campagne, il peut faire tes éloges, il peut dire tu es bien et tout. Si tu es de son côté, si tu lui donnes quelque chose, le jour où tu es contre ses idées, il te considère comme un danger. Il est capable même de te tuer. Lui qui parle de démocratie, lui qui parle de démocratie, de paix, ce dernier, il ne veut pas qu'on contredise ses idées. Si tu oses contredire les idées, la vision de Soro Diom, il te considère comme un élément à battre. C'est comme ça il est. Il n'est pas un démocrate. Il a trahi tous ses amis universitaires. Quand je parle de ses amis universitaires, je parle des élèves, de sa promotion. Ceux avec qui il était dans la fesse, il les a trahis eux tous. Parce qu'à un moment donné, ses amis contestaient ses idées rebelles. Cette idée rébellienne qu'il portait en lui. Ceux qui ne se retrouvaient pas dans cette philosophie dirigeante au sein de la FESI, Soro Diom leur a déclaré la guerre. Il a macheté d'autres. Il a découpé d'autres. D'autres sont morts sous le règne de Diop Soro. Parce que d'autres étaient contre sa mentalité, contre sa vision. Il les a éliminés physiquement. Je vous parle de l'élimination physique et non de l'élimination verbale. Et non de l'élimination idéologique. Mais une élimination physique, ça veut dire tu égorges la personne et la personne coule le sang devant toi et on enterre la personne. Soro Diom a commis ça en Côte d'Ivoire. Étant élève, il n'était même pas encore politicien. Il n'était même pas conscient qu'un jour, il allait devenir milliardaire. Il a tué des gens parce que des gens étaient contre ses idées. Ça a été sa première traîtrise. Tous ses amis avec qui il avait milité, il les a trahis. Laurent Gbagbo, qui était son vieux père, quand je parle de vieux père, il appelait Gbagbo papa. Gbagbo qui lui était professeur. Soro Diom, quand il était dans sa galère, il venait près de Laurent Gbagbo parce que n'oublions pas, il était le secrétaire général de la FESI de 95 en 98. Donc de 95 à 98, il a été secrétaire. Et dans ça là, dans son secrétariat là, son histoire de secrétariat, Laurent Gbagbo l'avait soutenu. Laurent Gbagbo lui avait apporté le soutien matériel. Je parle du soutien matériel. Les 1000 Bogadoudou ont soutenu Soro Diom. Ils lui ont donné un soutien matériel. Les Adama, comment il s'appelle? Le gardien du temple qui est mort, le vieux qui est mort, père à son homme. Le vieux qui est mort, le vieux Dieu pays qui disait qu'il était gardien du temple, Aboudraman Sangaré. C'était des professeurs. Ils finançaient Soro Diom pour qu'il mène la lutte du pays camouflé sous le mouvement estudiantin appelé la FESI. Ils l'ont financé. Mais lorsqu'il ne prônait plus l'idéologie qu'on lui demandait de prôner, ils lui ont dit, mais Soro Diom, il faut quitter Blé, va venir. Il est devenu rebelle. Il est devenu rebelle. En dehors de ça, quand Gbagbo a pris sa femme là, c'était encore devenu pire. Il détestait maintenant le FPI. Bleo, Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Emile Boga, tous ceux-là, il les voyait comme des éléments à battre. Mais il n'avait pas encore les moyens pour pouvoir les éliminer physiquement. Son ambition, c'était de les éliminer. Mais il n'avait pas encore assez de moyens à sa disposition. Et ce monsieur, il les a régnés. C'est ainsi qu'il s'est jeté dans une histoire de politique. Mais avant ça, il est venu d'abord en France pour se former à Saint-Denis, l'université de Paris. Paris 7 à Paris 8. Je dis Paris. Ouais, université Paris 7 à 8. Ça se trouve à Saint-Denis. Il s'est retrouvé là-bas dans le but de se former. Dans quoi il s'est formé où? Soro Diom s'est formé où? Dans quel domaine il s'est formé? Je pense bel et bien que Soro Diom s'est formé dans la science politique. Donc il est venu en France pour faire Sciences Po. Chose qu'il n'a même pas pu valider d'ailleurs. Parce que le diplôme, il n'a pas pu valider le mémoire de son diplôme.
Donc c'est un échec d'ailleurs. C'est ainsi qu'il est rentré dans la rébellion. Quand il est rentré dans la rébellion, il a trouvé que Laurent Gbagbo ne gérait pas bien. Même il était contre Henri Konan Bédié. Il a trouvé que Laurent Gbagbo ne gérait pas bien parce que lui, Soro Guillaume, c'est qu'il voulait, mais lui n'a pas donné ça. Donc il contestait les idées de Laurent Gbagbo. Et pour lui, il menait la bataille de la liberté et de la démocratie. En oubliant que la liberté et la démocratie, ce n'est pas la barbarie. Ce n'est pas la tyrannie. Ce n'est pas l'exécutiocratie. Ce n'est pas la tuérocratie. Soro Guillaume a tué des gens. Il a exécuté des gens. Il a commis le désordre le plus sanglant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour lui, il appelait ça démocratie. Il a tué des gens. Alassane Ouattara l'a pris comme son bon petit. Comme Alassane ne voulait plus encore de lui parce que c'est un nulard, il est nul, c'est un vaurien. Il a la grande gueule, il parle. Mais quand on lui demande de travailler, il ne travaille pas. Voilà son problème. Et lorsqu'on lui dit, mais mon petit, tu ne peux plus travailler, laisse ta place à quelqu'un d'autre, automatiquement, il t'accuse d'être un dictateur. Lui, c'est-à-dire qu'il vaurien, il est nul, on doit le mettre là. On doit dire, Soro, sois ministre. Oh, le ministère que tu occupes, ce sont des gens compétents qui doivent occuper cette place. Quand on te dit, mais tu es nul, recule, prends cette place, automatiquement tu deviens un ennemi à lui. Quelqu'un à battre. Et c'est comme ça. Il a dit, Ouattara est un dictateur. Mais pendant qu'il était encore ministre, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, Ouattara n'était pas encore dictateur. Il vantait même la justice ivoirienne d'être une bonne justice. Et que c'est une bonne justice, une justice impartiale, une justice équitable, une justice qui avait la capacité de juger n'importe quel Ivoirien. Mais Simone Gbagbo était libéré. Surtout, ils ont dit, Soro Guillaume, il était impliqué, que la justice ivoirienne pouvait maintenant juger Simone Gbagbo. Toi, Soro, qui es-tu? Si toi-même hier, toi et Alain Lomognon ont dit que la justice ivoirienne pouvait maintenant juger Simone Gbagbo, parce qu'elle était maintenant capable. Parce qu'avant, elle ne pouvait pas juger Gbagbo et Blé Goudé, voilà pourquoi ils sont partis à la CPI. Mais maintenant, la justice ivoirienne a tous les contours, ou bien les atouts pour pouvoir juger Simone Gbagbo. Toi-même, tu as vanté ça. Les Ivoiriens ont dit, ok, donc le président a décidé de ne plus amener un Ivoirien à la CPI, puisque notre juridiction avait la compétence de juger n'importe quel Ivoirien, que ce soit président, premier ministre, ou bien président de l'Assemblée, ou bien le citoyen lambda, le dernier pauvre de la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne était maintenant capable de le juger. Toi, Soro Guillaume, tu as soutenu ça. Et tu as dit, personne ne posera un acte impuni. Que quiconque posera un acte, il sera jugé. Et si possible de condamner ce dernier, il sera condamné. N'est-ce pas toi-même qui avais demandé à Blé Goudé de quitter le Ghana et de rentrer comme un brave pour comparaître devant la justice, que de rester là-bas, ils vont l'attraper comme un petit rat dans un trou. Et que ce sont des hommes dignes. N'est-ce pas toi qui avais tenu ce genre de propos? Mais c'est cette même justice-là, Soro, qui te reproche maintenant des choses. Tu dis non, que c'est une justice manipulée en bon. Donc quand c'était les autres, ce n'était pas manipulé. Maintenant que c'est arrivé sur toi, maintenant tu trouves que c'est manipulé. Tu es un vrai gouillon. Ça veut dire que tu n'es pas démocrate, Soro. C'est ça qu'on appelle la dictature. C'est ça, l'esprit dictatorial. Hein? Quand c'est les autres là, que ça soit une bonne justice ou pas, tu soutiens parce que les autres t'énervent. Donc tu es prêt à tout. Que ce soit une justice téléguidée ou pas. Pour toi là, tu t'en fous. Ils n'ont qu'à les juger, les enfermer, tu soutiens ça. Mais dès lors que cette même justice se retourne contre toi, tu dis, oh, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas parce que c'est toi maintenant, elle n'est pas bonne. Mais quand c'était les autres, tu soutenais ça. Tu n'es pas crédible, Guillaume Soro. C'est ça, on dit que quelqu'un n'est pas crédible. Tu es un traître. Donc sur le plan juridique, tu as trahi les Ivoiriens. Parce que tu n'as pas été crédible. Tu n'as pas été honnête envers le peuple ivoirien. Toi-même, tu as battu une campagne ici pour dire que la justice ivoirienne était la meilleure. Et qu'elle pouvait juger n'importe quel homme politique, n'importe quel citoyen lambda. Et qu'il ne fallait pas que les gens dénigrent la justice ivoirienne. Les gens ont eu confiance à cette justice-là. Donc nous supposons que c'est une justice qui est crédible, compétente. Et c'est une justice en laquelle tous les Ivoiriens devraient avoir confiance.
Donc si cette injustice même, elle te poursuit, elle porte plainte contre toi. Mais en tant que quelqu'un qui veut être un exemple pour le peuple ivoirien, quelqu'un qui veut donner la voie à suivre à la population ivoirienne, tu devrais poser les actes concrets pour dire aux gens que si vous avez un problème à la justice, ne fuyez pas. Toi qui veux donner une leçon de morale aux gens, toi qui disais à Blé Goudé de rentrer et de comparer devant la justice, pour ne pas qu'on aille le chercher là-bas comme un petit rat dans un trou. Toi qui donnais des leçons à ton ami que tu avais trahi hier, c'est toi maintenant qui crie, waouh, waouh, justice n'est pas bonne. Mais pourquoi quand c'était sur les autres là, tu n'as pas crié ce même cri pour dire ce n'est pas une bonne justice, je ne veux pas que cette justice juge les Ivoiriens. Tu n'es pas crédible, Guillaume Soro. Tu es un bandit. Ça veut dire, dès lors que tu ne montres pas ta crédibilité aux Ivoiriens, personne ne peut te faire confiance sur tous tes propos que tu tiendras vis-à-vis des médias internationaux et nationaux. Personne ne peut encore te faire confiance. Parce que la confiance, elle ne s'achète pas, elle se vit. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On ne confie pas des secrets à n'importe qui. Quand tu dis quelque chose à ton ami, et quand tu vois que ce dernier, il respecte ce que tu lui as dit, tu dis, ah, lui là, je peux lui faire confiance. Au moins là, je peux tout faire, mais lui là, j'ai confiance en lui. La confiance ne s'achète pas, elle se vit. Si on ne voit pas les actes que tu as posés, ou bien tes déclarations que tu as posées, si ces actes et ces déclarations ne marchent pas dans la confiance, mais qui pourra te faire confiance, Guillaume Soro? Qui pourra te faire confiance en Côte d'Ivoire? C'est toi toujours on trahit. Mais toi tu n'as jamais trahi. Et c'est ça son slogan. Ils ne sont pas bons. Ils sont contre la démocratie. Bédier pour toi il a été contre la démocratie. Gueye pour toi il a été contre la démocratie. Baba pour toi il a été contre la démocratie. Alassane pour toi il a été contre. Mais qui ne va pas être contre la démocratie, Soro Guillaume? Parce que tous ceux qui sont passés en Côte d'Ivoire, tu les accuses d'être contre la démocratie. Mais tes actes sanguinaires que tu as posés en Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas des actes contre la démocratie. Pour toi, tu as approuvé ça. C'était des bons, c'était des actes démocratiques. Le fait de tuer, là, brûler les gens, violer les petites filles, opérer des femmes enceintes pour voir si elles sont... Mais tu as enlevé le cœur de Sam Boukari. Quand il a été éliminé au nord, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous l'avez opéré pour enlever son cœur. Est-ce que c'est normal? Même s'il était rebelle, tu tues quelqu'un, tu enlèves son cœur, vous montez, vous brandissez ça. Mais allez-y, regardez sur Internet, vous verrez. Soro et ses bandits, quand ils ont tué Sam Boukari, ils l'ont opéré, ils ont enlevé son cœur et ils brandissent le cœur humain. Mais est-ce que vous êtes des humains? Vous êtes des vrais démons. Tu as tué quelqu'un. Est-ce normal d'opérer la personne, enlever son cœur, ses organes génitaux? Vous coupez, mais vous... Oh, mais dis donc, vous, ils ont enlevé les testicules de ces messieurs, ils ont brandi ça. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils sont des hommes. Avec dignité, ils savent que des enfants vont sur les réseaux sociaux. Mais quelle leçon de morale ils voulaient donner au peuple ivoirien? Tu tues quelqu'un, tu coupes ses testicules, son pénis, et tu montres ça, tu filmes, tu enlèves son cœur, tu montres. Vous coupez sa tête, vous montrez. C'est quelle leçon? C'est ça la démocratie chez Soro? Entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, non. Entre ceux que tu combats là, qui parmi eux a déjà enlevé le cœur de quelqu'un, coupé testicules des gens pour brandir ça devant les caméras, il n'y a que Soro Guillaume qui a fait ça en Côte d'Ivoire, pour la première fois. Quand il faut pris des armes pour créer une rébellion, diviser le pays en deux, il n'y a que Soro Guillaume. Alassane ne l'a jamais fait, Babo ne l'a jamais fait, comment il s'appelle, Bédier ne l'a jamais fait. Même Félix Houphouët-Boigny ne l'avait jamais fait. Il n'y a que Soro Guillaume, ce n'est de faire que ces deux coups-là. On peut reprocher à tout, hein? On peut leur reprocher tout. Mais ils n'ont jamais pris des armes pour assassiner tout un peuple, terroriser toute une population. On peut dire que Gbagbo n'a pas construit le pays. Ok, ça ce sont des critiques. Mais pour dire que Gbagbo a pris des armes pour diviser le pays en deux, c'est du mensonge. On peut reprocher à Alassane Ouattara par rapport à ses discours anciens. Mais c'était que des discours. Il n'a pas pris des armes pour diviser tous les Ivoiriens. Jamais.
Il n'a jamais pris des armes pour diviser les Ivoiriens. On peut critiquer Alassane sur la base de sa politique qu'il mène. C'est tout à fait normal. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Tu peux critiquer quelqu'un. Parce que tu voulais qu'il pose un tel acte, il n'a pas posé ça. Tu peux dire, ah, Ouattara, ça là, je t'aime, hein, mais ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. C'est ça, on dit la démocratie. Toi, Soro Diom, tu ne connais pas l'histoire de dialogue. Toi, au lieu de critiquer, ce sont les armes que tu prends automatiquement. Tu es un bandit, Soro. Tu ne connais pas ce que c'est que les critiques. Mais la démocratie, ce ne sont pas les armes. La démocratie, ce sont les critiques. Et quand la personne ne comprend rien, mais tu passes par la justice, tu saisis la justice pour montrer aux yeux du monde entier que la personne n'est pas démocrate. Toi, tu ne convoques personne, tu ne traduis personne devant la justice, tu ne dénonces rien, tu prends les armes. Toi, ta bouche là, c'est devenu maintenant balle. Ta bouche est devenue Kalachnikov. Ta bouche est devenue maintenant lance-roquette. Toi, pour t'exprimer là, il faut des armes. Et avec les armes, tu passes sur la table des négociations. Et tu dis, tu te vantes d'être un démocrate. Tu es un bandit. Entre Alassane Ouattara et Soro Diom, lui qui a créé la rébellion, c'est Soro Diom. Alassane n'a jamais créé une rébellion en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui viennent pour prendre parti, pour dire non, Guillaume Soro, c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Guillaume Soro avec quoi? Il était un élève. Il était un élève. Ah bon? Mais Guillaume Soro, il était élève lorsqu'il machatait les Ivoiriens, lorsqu'il tailladait les Ivoiriens élèves. Mais allez demander les élèves de Côte d'Ivoire qui ont fait les années 90, 95 ou 98 ans, ils vous diront que votre Guillaume Soro que vous défendez aujourd'hui là, il était élève, mais il savait égorger des gens. Il était élève, il avait des armes, il butait des gens. Il était élève, il prenait des goudins, il tuait les gens. Il était élève et il savait taillader les gens, il coupait leurs bras. Il était élève, il coupait les pieds des gens. Il était élève, il éventrait des gens. Donc on n'a pas besoin d'être riche pour savoir tuer des gens. Vous comprenez? Je dis bien, on n'a pas besoin d'être riche. Sinon les microbes de Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas tuer qui que ce soit. Parce que les microbes de Côte d'Ivoire, là, souvent ils sont pauvres, mais ils arrivent quand même à tuer. Donc pour tuer là, il n'y a pas histoire de richesse ou de pauvreté. Tu peux être riche, tuer, tu peux être pauvre et tuer. Guillaume Soro n'a pas eu besoin de la richesse avant de tuer qui que ce soit. C'est sa bouche qui lui a permis de tuer des Ivoiriens. J'ai dit bien sa bouche lui a permis de tuer les Ivoiriens de la manière écrite. Et puis il blague dans l'humanité tout entière en se faisant passer pour le bon samaritain. Et des gens ont eu confiance en lui. Des Ivoiriens jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens tout qui ne comprennent rien, qui font confiance à Soro Diom. Ceux-là, Soro Diom peut les manipuler. Pour dire allez-y tuer. Ils peuvent aller tuer, mais vous allez leur demander, mais vous aviez quoi? Mais ils n'ont rien. Mais tout simplement, il y a une grosse bouche derrière eux qui les manipule. Donc, je vous ai dit, il y avait déjà des armes sur pied. Donc, Soro Diom n'est pas allé directement pour acheter les armes. J'ai démontré pour ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont pas écouté le début, allez-y écoutez le début et vous saurez. Vous saurez que Soro Diom n'a pas payé les armes dès le début. Pendant que la rébellion débutait. Que c'est IB, Blaise Compaoré et Muammar Kadhafi qui ont été à la base du financement de la rébellion. Soro Diom s'est jeté là-dedans. Mais après, Soro Diom est devenu puissant, mes frères. Puisque le vol là, ce n'est pas aujourd'hui que Guillaume Soro a commencé ça. Il n'a pas attendu à être ministre, à devenir ministre avant de piller la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était élève, même avant d'être élève. Soro Diom, il était déjà un voleur. Mais menez les enquêtes, vous verrez. Pour ceux qui sont âgés, ils vous diront, mais les gens nous appellent pour dire qu'ils connaissent Soro Diom. Lorsqu'il volait déjà, c'était un voleur de poulet. C'est un voleur. Il n'a pas attendu à être porte-parole de la fesse avant de connaître ce que c'est que le vol. Soro Diom était un voleur. Il volait déjà même dans le quartier, en ville, même à Farkassadougou. Avant de découvrir Abidjan. C'était déjà un voleur. Et quand il est devenu élève, on lui a donné cette priorité, ce grand avantage de devenir porte-parole, mais il a transformé l'université, la cité universitaire, en une cité de business, où il pillait les élèves. Il obligeait enfin les gens qui étaient pauvres de payer des quotas
avant de dormir dans cette cité. Il obligeait d'autres élèves, même avant de suivre les cours, pour faire. Beaucoup ont abandonné les études à cause de Soro Diom. Beaucoup n'ont pas atteint leur objectif. N'ont pas pu avoir tous les diplômes parce que Soro Diom les tétanisait au sein de l'université. Parce qu'il était animé d'un esprit de vol, d'un esprit d'animosité, d'un esprit de voyousie, d'un esprit de cancrelard. Il était animé de ça. Il a torturé enfants des gens. Des gens sont morts quand il est devenu rebelle. Il est devenu puissant CIB. Pourquoi? Parce que Soro Diom a donné l'ordre